Afrique Média, le monde, c'est nous. Conflit en Ukraine et mise en place des mécanismes de sécurisation du Sahel, précisément, on en parle ce soir, pas seulement en Afrique, mais également dans d'autres pays africains et surtout à l'occasion de la 31e édition du sommet de la Ligue arabe, il faut le souligner, cette Ligue arabe qui s'est tenue, il faut le noter, en Algérie les 1er et 2 novembre 2022 et des résolutions ont été prises à cet effet, il convient de le souligner, des résolutions félicitées par des États à l'instar de la Russie. Que retenir de ce sommet de la Ligue arabe? Et bien sûr, un autre sujet à l'ordre du jour, mesdames, messieurs, c'est bien sûr ces barbouzes françaises indexées dans plusieurs coups d'État du côté de l'Afrique, précisément en République centrafricaine, en République démocratique du Congo ou encore en Guinée équatoriale. Ces barbouzes sont indexés par des géopoliticiens, mais également des analystes politiques qui présentent ces barbouzes comme étant au cœur de ces différentes tentatives de coup d'État et déstabilisation de l'Afrique de façon générale. Comment comprendre? Pour en parler ce soir, ce matin, j'y arrive finalement dans le cadre des géopolitiques internationales. Nous avons des experts de haute facture. Madame Linda Labawi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à monsieur Adrien Boquet, monsieur Luc Michel et puis les invités sur le plateau si vous en avez. Et ravi d'être parmi vous et merci de m'avoir invité. Renouvelé de vous savoir présente sur les antennes de la télévision panafricaine. Vous êtes analyste politique, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Un autre invité, pas des moindres, monsieur Adrien Boquet, bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Comme vous pouvez le voir, je suis enfin cicatrisé au niveau du visage. C'est pour ça que j'ai été absent pendant un petit moment. Voilà, donc c'est un plaisir de vous rejoindre ce soir et je pense que le débat va être très intéressant. Et c'est un plaisir également pour nous de vous savoir plutôt avec une bonne mine. Voilà, après ce chapitre, on va peut-être le dire, sombre de votre histoire. Vous êtes ex-militaire français aujourd'hui, journaliste indépendant de guerre. Monsieur Luc Michel, bonsoir. Bonsoir Céleste et bonsoir au plateau. Merci infiniment pour votre disponibilité. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Alors, le temps de permettre à monsieur Gamal Abina de bien s'installer, on va commencer par vous, monsieur Luc Michel, 31e édition du sommet de la Ligue arabe. Que retenir en fin de compte de ce sommet? Mais il faut constater que l'emprise de l'Occident sur la Ligue arabe est en train de disparaître puisque c'est Alger qui est l'organisateur et qu'il y a un certain nombre de choses à l'agenda pour obtenir des décisions. Mais la grande remarque, c'est que la Ligue arabe constate qu'on débouche sur un monde multipolaire et qu'elle veut participer à la définition de ce monde multipolaire. Malheureusement, les Occidentaux pensent encore qu'ils dominent le monde et pensent encore qu'ils contrôlent tout le monde. Et on va devoir constater ce choc entre les gens qui suivent Pékin, Moscou, Téhéran et qui veulent le monde multipolaire et le monde ancien de l'Occident qui a cessé d'exister. De plus en plus de voix en Occident contribuent d'ailleurs à constater que c'est la fin de l'emprise de l'Occident sur le monde. C'est cela la grande chose qu'il faut retenir
même si je suis plus sceptique sur les résultats proprement dits de la Ligue arabe, puisqu'il y a encore des sabotages qui ont lieu, notamment le sabotage du Maroc, qui après avoir annoncé qu'il serait présent à Alger n'est pas venu, et continue à bloquer la Ligue arabe sur la question sahraoui. Le roi du Maroc, évidemment, il est assis entre deux chaises géopolitiques. Il n'a pas condamné la Russie dans la question de l'Ukraine, mais il est encore attaché, comme on dit, par des fils à la patte au monde occidental. Et on se souvient qu'il a été pendant plusieurs décennies la porte d'entrée des Occidentaux en Afrique. Il est notamment proclamé par l'OTAN, allié privilégié de l'OTAN. C'est tout cela, la définition, le débouchage sur le monde multipolaire, évidemment. C'est un combat d'haleine. Ce serait une erreur de croire que les choses sont faites. Les Occidentaux, et en particulier les Américains et les Français, font de la résistance et ils tentent évidemment toutes les contre-offensives pour que ce monde multipolaire n'intervienne pas et n'accède pas à la réalité géopolitique de la planète. Merci, Monsieur Luc Michel, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, ce 31e sommet de la Ligue arabe, il faut le souligner, des résolutions prises concernant la situation sécuritaire dans le Sahel, mais surtout ce conflit en Ukraine qui perdure. Vous l'avez si bien suivi à coup sûr, les résolutions qu'elle est dans le sens d'un non-alignement, ou alors le fait que la Ligue arabe a marqué son engagement pour un non-alignement dans le cadre de ce conflit en Ukraine, et surtout a mis un accent sur l'absence ou alors le rejet de toute politisation des organisations internationales, marginalisation des organisations internationales, un aspect qui a été souligné par beaucoup d'observateurs, de géopoliticiens, mais également d'analystes politiques comme étant un message clair adressé à la France et à ses alliés. Quel est votre regard ? Il faut d'abord rappeler à nos téléspectateurs, puisque nous sommes sur une chaîne panafricaniste et je suis fière d'y participer, on s'intéresse déjà à ce sommet parce qu'il y a 11 pays africains si on divise ou donc en deux comme ça l'est aujourd'hui. Donc il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie, la Tunisie, l'Égypte, les deux Soudans, Djibouti, le Maroc, Somalie, les îles Comores et la Libye. Ça, c'est pour que nos téléspectateurs comprennent l'importance de ce sommet. Cette année, exceptionnellement, le sommet s'est internationalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Guterres des Nations Unies était invité et il était présent. Il y a aussi Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan qui représente les pays les non alignés, était présent. Il y a aussi une délégation russe qui était présente, une délégation chinoise, et également l'ambassadrice des États-Unis et parole du ministère des Affaires étrangères aussi, elles étaient là toutes les deux. Donc, il y a quand même un intérêt particulier cette année à ce sommet, même si s'il avait été ailleurs, je ne pense pas. Mais comme l'Algérie et la politique algérienne a pris beaucoup de poids ces derniers temps, sachant ce que M. Luc Michel a dit, l'Algérie est l'allié stratégique en Afrique des Russes, donc il y a eu un intérêt assez particulier. Il y a effectivement, il y a des personnalités qui ne sont pas venues, comme le futur roi de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Mais là, il y a une véritable raison. Les Russes l'avaient averti, et ça, j'en ai même parlé, c'est la personne à abattre actuellement.
euh, par rapport à sa politique, le détachement complètement des pays occidentaux, il essaye du moins de faire ça, et il rejoint soit Shanghai, soit le BRICS bientôt, plus le BRICS avant Shanghai. C'est décidé, il y a des décisions qui sont prises, et c'est une question de formalité d'après ce que j'ai compris. Mais ça, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, ça s'est fait à Alger exceptionnellement, avec du retard. D'habitude, c'est au mois de mars que ça se déroule, mais il y aura forcément une continuité des décisions prises à Alger l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ça sera en Arabie Saoudite. Donc c'est Mohamed Ben Salman qui reprend tout ce qui a été tout ce qui est à Alger, et il faut savoir que tout le travail est fait entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, et ça se fait dans ce sens-là. Donc l'Arabie Saoudite, qui a un poids, un sacré poids dans les pays du Golfe, et c'est son mot qui marche, reprendra le flambeau l'année prochaine, et c'est ça qui fait que la vie elle est, je dirais qu'il est en danger là. Il ne faut pas oublier que son oncle est mort pour les mêmes raisons là qu'il est lui-même menacé. Son oncle Malik Faisal a été liquidé parce qu'il ne voulait pas rattacher le pétrole au dollar. Et aujourd'hui, Ben Salman est en train de dédollariser sa monnaie à lui, et il est en train de sortir du dollar, et il a libéré les hydrocarbures. Ça, il faut le retenir. Maintenant, au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que les États-Unis régnaient sur les actes en mer. Et il s'avère qu'en Afrique, il y a quand même la mer Rouge, donc il y a la Somalie qui est concernée. Et si on remonte un peu plus haut, il y a le canal de Suez. Et en Méditerranée, nous allons retrouver le Gibraltar, et nous allons retrouver le Maroc. Donc ce sont quand même des pays, 3 pays africains où il y a des accès. Donc l'accès en Méditerranée, c'est 55% du commerce international, et la mer Rouge, c'est 45% des hydrocarbures. Donc ça donne un poids à l'Afrique, et tout ce qui a été fait va dans le sens aussi de libérer l'Afrique et d'aider ces pays-là africains. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ne savaient pas qu'il y a quand même la Somalie qui en fait partie, ou Djibouti, tout ça. Donc le travail qui a été fait, il y aura un suivi, ça ne sera pas comme les autres sommets. Il y a des commissions qui vont être nommées, ils vont tout remodeler, parce que la Ligue arabe a été créée en 1945, et on est toujours régi de la même façon, alors que le monde a changé plusieurs fois. Merci, Madame Linda Labawi, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Monsieur Adrien Bocquet, non-alignement de la Ligue arabe dans le cadre de ce conflit en Ukraine, et pour ces derniers, il ne faudrait pas recourir à la force, mais plutôt adopter des solutions pacifiques à travers, je cite, l'adhésion effective du groupe de contact de la Ligue arabe au niveau ministériel aux efforts internationaux visant à cristalliser une solution politique à la crise en adéquation avec les principes de la charte onusienne, prenant en ligne de compte les préoccupations sécuritaires des parties prenantes, tout en rejetant la politisation des organisations internationales. Et bien sûr, politisation des organisations internationales, pour certains analystes politiques, c'est ce qui se vit avec certaines organisations régionales en Afrique, notamment la CEDEAO. Je reprends ici les termes de ces analystes politiques. Quelle est votre grille de lecture, Monsieur Adrien Bocquet? Alors, moi, tout simplement, je pense que déjà, premièrement, de voir cette Ligue arabe, déjà, ça nous met en évidence que l'Afrique est en train de changer. Ça, je pense que c'est la première chose qu'on peut s'apercevoir lors de ces grandes réunions, si je puis dire, où on se rend compte que justement, l'Afrique est vraiment en train de changer. L'Afrique est en train de se moderniser, mais surtout, l'Afrique est en train de prendre ses propres décisions, parce que malheureusement, ces décisions-là étaient très difficiles à prendre
il y a encore quelques années ou quelques temps. Je pense que c'est le premier point qu'on peut retenir. Le deuxième point par rapport à cette Ligue arabe, c'est qu'on peut aussi s'apercevoir de qui soutient qui. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir que, d'une certaine manière, la Chine, certains pays arabes soutiennent toujours la Russie, que ça soit officiellement ou officieusement. Je m'explique. Quand je dis officieusement, ça veut dire qu'il ne s'explique pas verbalement et politiquement, médiatiquement, en disant nous sommes du côté de la Russie, nous leur donnons raison, etc. Mais par contre, d'un autre côté, du côté, on va dire, géopolitique et géostratégique, par les partenariats et on va dire surtout tout ce qui est les échanges qui peuvent se faire entre ces pays, ça continue. C'est-à-dire qu'entre certains pays, je peux prendre des exemples, je vais prendre les Émirats, il y a toujours des échanges, des échanges commerciaux très importants entre les deux pays, mais pour autant, les Émirats ne disent pas médiatiquement qu'ils soutiennent, on va dire, le conflit ou la Russie. Mais par contre, à côté, vous vous apercevez qu'au niveau commercial, toutes les vannes sont ouvertes et le commerce marche énormément. Et marche même bien plus qu'avant que le conflit commence. Je tiens bien à préciser. Donc effectivement, cette Ligue arabe, moi je pense, permet de nous montrer beaucoup de choses, surtout des choses qui pouvaient peut-être pas se voir au niveau de l'Afrique. Bon, comme on en avait déjà discuté il y a quelques semaines, moi j'encourageais de toute façon et j'encourage encore aujourd'hui les Africains et surtout les jeunes Africains à faire valoir leurs droits, à faire valoir surtout leur voix et leurs revendications et ce qu'ils veulent faire de leur propre pays et de leur propre avenir, ce qui malheureusement n'était pas possible avant, tout simplement parce que où il y avait un soutien et un placement du gouvernement français ou du gouvernement américain ou d'un autre pays, tout ça est en train de changer en Afrique et moi je l'encourage, je le souhaite. Il faut que justement tout ça change. Et effectivement, je pense que quelques pays arabes, et de toute façon quelques pays arabes actuellement sont en train de faire changer également les choses, mais surtout font changer la balance par rapport à ça. Donc, certains experts vont vous dire que cette ligue ne sert strictement à rien, et d'autres vont vous dire le contraire. Moi, je vais plutôt pencher pour le contraire, parce qu'au contraire, ça permet de montrer justement le changement au niveau de l'Afrique, au niveau aussi des pays arabes. On a parlé du Maroc tout à l'heure, et effectivement, on peut voir que certaines choses est en train de changer. Nous pouvons parler aussi de la Turquie. La Turquie qui a été mis en avant il y a encore quelques jours sur les décisions qu'a pu prendre la Russie sur, comme je le disais tout à l'heure, de réouvrir un petit peu les vannes. Vous avez vu sur les déplacements et le commerce des céréales, etc., là, qui a encore été repris. La Russie a encore ouvert les vannes et accepte encore, on va dire, que la reprise du commerce de cette exportation des céréales reprenne. Je pense que c'est très important. Indirectement, cela montre aussi un premier pas de la Russie en disant, je pense, ça reste mon avis personnel, mais aussi objectif, car moi je suis sur le terrain. Moi, j'ai vraiment l'impression que la Russie veut tout faire pour éviter une escalade, on va dire, de l'attaque ou de la défense, selon comment on voit le conflit, pour peut-être justement éviter d'arriver à une guerre totale, à une guerre nucléaire ou à tout ce que vous voulez. Je pense que justement Vladimir Poutine vient de le montrer il y a quelques jours en Turquie, justement par rapport à cette exportation qui était très claire. Je pense que si Vladimir Poutine ne voulait justement une guerre totale, est-ce que vous pensez réellement qu'il serait allé négocier en Turquie, qu'il aurait accepté les conditions qu'on lui a mis, etc., etc. Bien sûr que non. Il aurait refusé toute élocution où il aurait envoyé strictement personne à Istanbul. Il n'aurait eu aucun accord ou quoi que ce soit. Vous voyez bien que la Russie est toujours ouverte à la négociation et que malheureusement, c'est encore une fois donc le régime de Kiev qui ne veut pas discuter, qui vient mettre des obligations, et tout simplement car derrière
ce régime de Kiev, il y a certains pays de l'Occident, mais surtout les Américains. Et comme je l'avais dit dès le début, ce régime de Kiev, sans ce soutien énorme qui est les Américains et l'Occident derrière, je peux vous garantir que le régime de Kiev aurait signé des documents déjà depuis bien longtemps contre la Russie pour que tout cela s'arrête. Malheureusement, comme vous le savez, moi là actuellement je suis à Moscou, mais ça fait déjà 4 mois que je suis dans le Donbass. Je repars à Donetsk là dans quelques jours, directement sur le terrain. Moi, comme vous le savez, non seulement je donne mon avis, mais je suis l'un des seuls à être allé en Ukraine et maintenant, depuis quelques mois, à être sur le terrain dans le Donbass. Donc je vois ce qu'il se passe et malheureusement, je peux vous confirmer que les placements militaires sont encore en train d'être effectués. Donc il y a toujours cet engrenage militaire qui est en train de mettre en place. Vous avez vu ce qui se passe à Kherson. On demande encore à toute la population de Kherson de partir. On a retiré tous les journalistes de Kherson, y compris les journalistes russes, de Kherson. Donc ça veut bien dire qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de très grand. Moi, je vous le dis, je vous le confirme. Dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, il va se passer quelque chose qui va être décisif pour la guerre et pour la suite. Je pense que ça va être au niveau de Kherson. Nous sommes dans les derniers jours, je pense, d'avertissement que la Russie a donné au niveau de Kherson. Je ne sais pas exactement, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, je vais les garder pour moi. Moi, je l'avais dit, je l'ai toujours dit depuis le début. Je sais et je pense qu'il va se passer malheureusement quelque chose de très grand. Mais attention, il peut se passer quelque chose de très grand sans faire énormément de victimes. Comme je l'ai dit, un exemple peut être fait. La Russie peut très bien frapper très fort dans un endroit qui est quasi désert, juste pour montrer à l'Occident américain, attention, ceci c'est un avertissement, la prochaine, ça sera ailleurs. Ça, je pense que la Russie en est conscient et je pense qu'ils vont le faire. Ça reste mon avis objectif du terrain, car malheureusement, on ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter. Donc j'en reviens à votre question au début. Effectivement, cette Ligue arabe et d'autres ligues est très intéressante parce que ça permet les échanges, ça permet les dialogues et ça permet surtout de demander à certains pays qui restent un petit peu dans le flou de se positionner sur les accords et les échanges commerciaux par rapport à ces interdictions qu'il y a sur la Russie. Ça permet de voir quel pays est d'accord avec ça et quel pays n'est pas d'accord. Et malheureusement, ça permet aussi de voir certains pays qui sont plus influencés ou même pire, pour garder mes mots, comme je l'avais déjà cité il y a quelques semaines, certains pays africains qui soutenaient Vladimir Poutine et en quelques semaines avaient complètement retiré leur veste et d'un seul coup dans leur pays, des aides financières étaient arrivées, on va dire, de quelques sociétés privées comme par magie, comme par hasard. Ça laisse un gros sous-entendu de corruption, tout simplement. On va parler clairement. Je pense que les pays arabes sont peut-être moins dans cette optique, mais il y en a, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'espère juste que justement cette Ligue arabe va permettre on va dire, de calmer un petit peu les choses et surtout de pouvoir continuer ces accords d'échange commercial qui, pour moi, est nécessaire à surtout éviter excusez-moi, une escalade dans ce conflit militaire qui est malheureusement, et je le répète, est inévitable. Pour moi, on ne fait que repousser l'inévitable. Tant que le régime de Kiev se tait et ne veut pas négocier par rapport à ça, malheureusement, un jour ou l'autre, comme au mois de février, il y aura un président qui se nomme Vladimir Poutine. Je pense qu'au mois de février, il a déjà tapé un point sur la table. Je pense qu'il serait dommage et extrêmement compliqué, mais je pense que cela va arriver, que Vladimir Poutine pose son deuxième point sur la table. Donc nous allons voir. Merci pour votre intervention, Monsieur Adrien Bocquet. Monsieur Gamal Abina, bien sûr, quels enjeux géopolitiques autour de ce sommet de la Ligue arabe qui a donné lieu ou alors qui a abouti à des résolutions assez fortes concernant les mécanismes de sécurisation du Sahel. Bonsoir. Dans le Sahel particulièrement, parce que c'est ce qui nous intéresse. Le temps de permettre à monsieur... Voilà.
Nous vous écoutons, Monsieur Gamal Abida. C'est pas un hasard que cette rencontre de la Ligue arabe se tient à Alger, en grande pompe. Une rencontre qui d'ailleurs qui était couronnée de succès en dépit du fait que quelques chefs d'État n'étaient pas présents. Mais globalement, on a quand même eu quasiment 16 pays arabes présents avec une haute représentation diplomatique et 4 autres qui ont eu, enfin une autre représentation des chefs d'État plutôt, et 4 autres qui ont été représentés sur un plan diplomatique. Quoi qu'il en soit, ça réunissait en gros les 22 pays arabes. La Syrie, malheureusement, exclue parce qu'elle n'est toujours pas réintégrée dans la Ligue arabe, même si la Russie a fait pression avec l'Algérie pour que ça arrive. Ils ont finalement reculé sur cela pour donner un peu de temps. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la préoccupation principale de l'Algérie sur sa rive sud, comme d'ailleurs la Libye et la question du Sahel, c'est la sécurité. Ramener la paix en Libye, en finir avec évidemment ces groupes terroristes dans le Sahel, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre dans le sud de l'Arabie au Yémen. Donc c'est les questions sécuritaires qui sont importantes, et particulièrement en Afrique, puisqu'on sait très bien que les enjeux sécuritaires sont intimement liés aux enjeux énergétiques, pétroliers, gaziers ou miniers, et que la question du Sahel, qui est sous-développée actuellement, ou pour certains pays d'entre eux bien sûr, subit de plein fouet ces mouvements terroristes qui ne sont pas nécessairement inintéressés par la question économique. Donc tout cela dit beaucoup de choses. Ça dit qu'effectivement les puissances coloniales jouent la partition d'une certaine, ce qu'on appelle des conflits de basse intensité, donc facilement gérables en même temps, qui garantissent l'exportation des matières premières et qui en même temps mettent l'État sous tension et empêchent donc ces États d'avoir de la sécurité, donc du développement. Tout ça c'est lié. Et de l'autre côté, une Algérie qui se veut faire de lance maintenant d'un retour de l'Algérie triomphante des années 70, qui était la Mecque des révolutionnaires. Une Algérie qui voudrait apporter enfin la paix et la sécurité dans cette région-là, participer à des opérations de maintien de l'ordre, peut-être, c'est possible aussi, mais surtout proposer sa médiation, ce qu'elle fait traditionnellement, sur les questions d'ordre diplomatique. C'est-à-dire que l'Algérie a une grande tradition diplomatique qui revient, on le voit bien aujourd'hui. Elle a permis, par exemple, d'arrêter la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ce qui n'est pas rien. Elle a eu beaucoup de médiations avec pas mal de tensions à travers le monde. Par exemple, la question des otages américains en Iran a été négociée à Alger. La question, effectivement, du châtel arabe, du conflit entre l'Irak et l'Iran, du Shah d'Iran, à l'époque, en 1975, a été réglée à Alger. Donc l'Algérie revient au centre du débat. Même Carlos, d'ailleurs, qui avait pris un détour d'un avion, ça a été réglé à Alger. Bref, l'Algérie se repositionne comme étant un facteur stabilisant, de négociants, fin négociants, qui tentent effectivement par tous les moyens, sans passer par le militaire au début, d'obtenir des résultats en vue d'une cessation d'hostilité ou de paix. Et aujourd'hui, la question sécuritaire est une question essentielle parce que sans sécurité, pas de développement possible. Et sans développement, la misère continue à perdurer, sachant qu'il y a un risque sérieux et accru de peut-être famine en Afrique. On a peut-être un retour de ce paradigme malheureux qu'on a connu dans les années 80, de pays qui sont en guerre, donc de paysans qui ne travaillent pas, et parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'exploitent pas la terre. Et quand ils n'exploitent pas la terre, eh bien, il y a les familles qui sont programmées. En plus de la désertification, tout ça sont des éléments qui sont constitutifs, effectivement, d'un vrai risque climatique et d'un vrai risque sécuritaire sur le plan énergétique comme alimentaire, qui poussent les pays comme l'Algérie et d'autres pays arabes, évidemment, à s'intéresser à ces questions et peut-être enfin apporter un concours sérieux. J'ai envie de dire simplement, pour conclure mon propos, que la question de cette Ligue arabe était orientée sur, évidemment, la question palestinienne, ça va de soi, c'était le premier point qui était mis en avant, mais il y a eu aussi, avec la présence de Macky Sall, évidemment, et des Moussa Faki, la discussion sur la question de la collaboration entre les pays arabes qui, aujourd'hui, malheureusement, ne se bornent qu'à des fonds d'investissement ou une banque, et les pays africains, alors que cette collaboration croisée pourrait être beaucoup plus productive si déjà on réglait la question des infrastructures, des investissements structurants et la possibilité de créer des échanges économiques, culturels, intellectuels et universitaires entre les pays subsahariens et les pays arabes qui ont un peu plus d'argent et ont un peu moins de difficultés de ce point de vue-là. Donc effectivement, le coffre-fort se retrouve évidemment dans le nord, c'est les pays arabes qui sont les plus riches, mais les idées ne sont pas nécessairement que dans le nord, il y a des idées des deux côtés, il y a des gens qui sont très informés des deux côtés, et il ne serait pas inintéressant que cette collaboration puisse aboutir enfin à une véritable intégration régionale, en l'occurrence, car je le répète tout le temps, 2 tiers du monde arabe se trouvent en Afrique. Pour l'essentiel de la population arabe, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique est forcément et nécessairement l'avenir du monde arabe. Merci, Monsieur Gamal Abida, pour votre intervention. Alors, Monsieur Luc Michel, promotion de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État, respect de l'équité et l'égalité entre les pays, et surtout une non-marginalisation, une absence, autant pour moi, de marginalisation entre les pays en développement. Est-ce une interpellation? Faut-il lire entre les lignes? Est-ce qu'on indexe ici ces Occidentaux ou bien? Mais écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat ce soir
Moi, j'ai un regard extrêmement critique sur ce qui se passe à Alger et en Afrique. La première chose, c'est que je pense qu'il faut rompre avec les Nations Unies et l'ordre des Nations Unies. Aujourd'hui, Guterres, le Conseil des droits de l'homme, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, etc. Tout cela, ce sont des organismes qui roulent pour des Occidentaux. Et chaque fois que la Russie s'adresse à eux, la Russie se fait rouler dans la farine. Mais la seconde chose, je ne crois pas au long alignement. Vous savez que j'étais déjà avec les Russes il y a 50 ans et je suis encore avec les Russes aujourd'hui. J'ai en 2014 organisé le monitoring du référendum de Crimée et nous étions en train d'organiser l'indépendance de la Novorossia. Nous étions en train d'organiser des référendums à Odessa, à Kharkov, à Mariupol, à Kherson. Tout cela s'est arrêté parce que la Russie a voulu discuter les accords de Minsk avec les Occidentaux et avec le régime de Kiev. Je ne crois pas au non-alignement. Vous savez, il y avait déjà des non-alignés dans les années 60, 70 et 80. C'était Tito et puis Milosevic. J'ai soutenu la Yougoslavie, mais c'était un combat perdu d'avance. Dès que l'Union soviétique a disparu en 1990, les Occidentaux ont déclenché les guerres de Yougoslavie. Les premiers non alignés, ça s'est terminé par le bombardement de Belgrade par l'OTAN en 1999. Aujourd'hui, la Yougoslavie, comme l'Union soviétique, c'est un État disparu et la Serbie est un petit État résiduel enclavé. Je ne crois donc pas aux non-alliés. Je crois au contraire aujourd'hui que Moscou porte la liberté du monde et qu'il faut s'engager derrière Moscou comme il fallait s'engager hier derrière les soviétiques. Lorsque je vois les masses panafricaines agiter les drapeaux russes dans toutes les capitales africaines, je dois constater que les panafricains ils sont plus avancés que leur gouvernement, qui sont frileux et souvent terriblement lâches, que le montrent aujourd'hui les États qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent aux Occidentaux. Donc, je pense évidemment aujourd'hui, il y a des voix en Russie qui s'élèvent, des gens comme Kadyrov ou surtout comme Eugénie Prigozhin, qui disent que la Russie doit s'engager plus et qu'il faut une rupture avec l'Occident. Je soutiens ce mouvement. Hier, Eugénie Prigozhin expliquait qu'il avait été, comme moi d'ailleurs en 2014, qu'il avait soutenu la Novorossia et les populations russes en Ukraine et qu'il s'était détourné de l'Ukraine après 2014 parce que les promesses n'avaient pas été tenues. Aujourd'hui, il est temps que Moscou tienne en Ukraine ses promesses et il est temps que les pays dans le monde qui sont pour un ordre multipolaire s'engagent derrière Moscou, derrière Pékin et derrière Téhéran. Merci, Monsieur Luc Michel, pour votre intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, non-respect, absence de marginalisation des pays en développement, est-ce un leurre, est-ce un bluff, ou alors y a-t-il réellement une sincérité politique à travers cette résolution de la Ligue arabe? J'ai pas bien entendu votre question, excusez-moi, il y avait une coupure au départ. La Ligue arabe, dans une de ses résolutions concernant le conflit en Ukraine et surtout la situation post-Covid, a souligné la nécessité de ne pas marginaliser les pays en développement. Est-ce un bluff de le dire? Est-ce sincère? Y a-t-il une sincérité politique derrière cette résolution de la Ligue arabe? Les dossiers des pays les uns après les autres, il y a un alignement, Voilà. Ben Salman, en ce moment, par exemple, beaucoup l'ont critiqué par rapport à son acte, mais ça, je peux l'expliquer, quand il a donné les 400 milliards ou 400 millions, 400 millions. Il y a un alignement. Aujourd'hui, il est en train de rejoindre un groupe où il y a les Russes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ça peut peut-être aussi expliquer à Monsieur Luc Michel et puis à ceux qui nous écoutent,
L'Arabie Saoudite, c'est quoi? L'Arabie Saoudite, il y avait les Anglais. En 1933, les Américains ont réussi à arracher la tribu qui régnait aux Anglais et avec la tribu Saoud. C'est important que j'explique ça pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, à travers ça, à l'époque, la capitale était à Jeddah. Et en avançant dans le temps, en 1944, les Anglais étaient au plus bas, donc les Américains, ils mettent le grappin carrément sur cette tribu, sur ce territoire. Les gens à l'époque, c'était des nomades sous leur tente, ils se nourrissaient à base de dattes. Pour revenir à cette époque-là, comment vivaient les gens. Donc on leur fait une proposition, ils acceptent. Et les Américains leur proposent de leur construire un État moderne. Et là aussi, les tribus acceptent sous le commandement de la famille Saoud. Et au moment où on a commencé à leur construire leur État, évidemment, c'est avec la CIA que ça s'est fait. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les services secrets saoudiens, l'armée saoudienne, tout est infiltré. Ben Salman, actuellement, il vit avec un organisme qu'il a créé lui-même. Quand il était au commandement de l'armée, il s'est quand même entouré bien comme il faut. Il a pris un poste dessus parce qu'il va remplacer son père, mais il a mis son frère à la place, ministre de la Défense, pour se protéger. Donc, si on ne comprend pas que tous les organismes en Arabie Saoudite ont été créés par la CIA, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus à la famille Saoud, c'est terminé, nous sommes aujourd'hui au Ben Salman. La dynastie Saoud est partie. Et la dynastie Ben Salman a décidé de rompre. On a appris récemment, et par la Russie et par l'Arabie Saoudite, qu'il y a des accords depuis 2015, pas depuis maintenant. Mais ça aussi, ça s'explique. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font au moment où il y a les printemps arabes? Ils avaient déjà, à partir de 2001, ils avaient déjà préparé comment casser l'Arabie Saoudite et découper tout ça. Donc le travail commence à se faire. On arrive à 2011. 2011, c'est Tawakkul Karman qui est une femme de Yéménite à qui on a donné le prix Nobel de la paix. On a mis toutes les caméras dessus. Cette femme-là, ça y est, elle est connue. C'est elle qui provoque la guerre civile au Yémen. Ce n'est pas les Saouds. C'est elle qui a commencé à provoquer l'Arabie Saoudite. Et à partir de ce moment-là, les frères terroristes, les frères musulmans de Hassan al-Banna, l'Égyptien, ils commencent à s'attaquer à l'Arabie Saoudite et la suite, on la connaît, c'est cette guerre avec les Houthis. Parallèlement à ça, on a créé 3 ONG, dont Dawn de Jamal Khashoggi. Il y a la fondation de Tawakkul Karman et Al-Karama des frères terroristes. Donc on a créé ces 3 ONG pour casser l'Arabie Saoudite. C'est à ce moment-là qu'il y a des accords avec la Russie et l'Arabie Saoudite avec Ben Salman. Donc son père lui a laissé le pouvoir parce qu'il est jeune, parce qu'il peut faire face et parce qu'il a un frère aussi militaire. Et donc il commence à faire face à tout ça et il commence à se rapprocher des Russes et il y a des accords avec les Russes. Donc aujourd'hui, Ben Salman a montré son visage, on le sait, et c'est l'homme à abattre, c'est clair. Cet homme-là, si les Américains ils peuvent l'éliminer, ils l'élimineront. Pour la simple raison que détacher le dollar du pétrole, c'est la ruine des États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui a été entrepris à Alger, ça a été fait avec Ben Salman, en personne. Et il est soutenu par les pays du Golfe. Et au moment où lui était assiégé, Poutine était assiégé, il y a Ben Zayed qui est parti rendre visite à Poutine. Parce qu'aujourd'hui, c'est les guerres des personnes, c'est pas les guerres des pays. C'est comme ça que les médias occidentaux nous parlent. Donc, aujourd'hui, Ben Salman est en train de libérer, je dis bien libérer, les pays du Golfe, puisque dans le d'Alger, je l'ai suivi en direct, on était en direct, j'ai passé des 8 heures à suivre ce qui se passait, et ben ils expliquaient clairement, et le mot a été employé,
et c'est la libération de ces pays-là. Et c'est la fin de la colonisation. Donc, il y a une colonisation, il y a un soft power qui était là, qui s'est transformé depuis une dizaine de jours vers des menaces. Et M. Luc Michel, qui travaille avec les Iraniens, depuis une quinzaine de jours, les Américains ont voulu faire croire aux Saoudiens que les Iraniens allaient leur taper dessus, ils allaient leur balancer des missiles pour essayer de mettre la zizanie, mais ça a échoué. Parce que M. Poutine était au milieu et parce que les Iraniens connaissent maintenant la chanson, mais les Saoudiens aussi. Donc on leur fait croire que ça va exploser et à partir de ce moment-là, eh ben, on a peur et on demande la protection. C'est plus le cas aujourd'hui. Ben Salman a fait différemment. Il s'est adressé aux Chinois pour acheter des armes et il s'est adressé aux Russes aussi pour acheter des armes. Il a même commandé les S-400. Donc l'Arabie Saoudite, quel rôle elle pourra jouer? L'Arabie Saoudite, elle a 3 trillions de dollars d'investissement aux États-Unis. Ils ont même menacé de tout rapatrier. Et ils veulent investir en Afrique, ils veulent régler le problème avec le Yémen, mais ils veulent aussi aider la Somalie, aider le Soudan et aider Djibouti. Ils ont envie de travailler sud-sud. Ça a été aussi employé comme mot dans ce sommet. Essayer de travailler plus avec l'Est et plus avec le Sud. C'est ça qui est important aujourd'hui. Ça pourrait permettre aussi de stabiliser ce qui se passe en Afrique. Et ça permet aussi de ne plus financer le terrorisme. Les Américains terrorisaient les pays pour qu'eux-mêmes payent pour le terrorisme. Quand on prend le Qatar, encore une fois, je répète cette histoire, il n'y a pas longtemps, l'ancien Premier ministre qatari, il dit clairement, il le dit, on n'a pas financé quoi que ce soit, on ne donnait pas d'argent à Jaish al-Nusra en Syrie ou à Daesh. On donnait l'argent aux Américains et c'est eux qui distribuaient. Donc aujourd'hui, il y a le visage des Américains qui est là. Ces pays ont envie de s'affranchir, sauf que l'Algérie s'est protégée depuis la décennie noire. On a compris notre mal, on a su se protéger. L'Égypte elle-même, ils sont en train d'appeler pour le 11-11 déstabiliser le pays. Ils sont au bord d'un autre printemps arabe parce qu'ils sont infiltrés. Tant qu'ils n'ont pas nettoyé l'intérieur, ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont alignés. Et je suis d'accord avec M. Luc Michel, il n'y a pas de non-alignement. Sauf que dans la diplomatie, on y va doucement, on y va avec les négociations parce que les enjeux sont terribles. L'Arabie Saoudite, avec Rajardi, Tawakkul Karnen et les frères terroristes, tiens, ils ont tué leur chef hier. Il a été apparemment empoisonné à Londres suite à une réunion très importante. Alors, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, eh ben, en Afrique, ça va dans tous les sens et dans les pays arabes aussi. Les Arabes, c'était les premiers et les derniers à avoir payé le plus gros tribut, sans parler des pays africains, mais d'abord les Arabes. Ils ont payé très, très cher. En Afrique, on a payé par la famine et le vol des matières premières, mais chez les Arabes, ça a été des destructions de tous les pays, de toutes les républiques, à part l'Algérie qui tient encore, et beaucoup de sang a coulé. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de non-alignés, mais par rapport à la conjoncture et par rapport aussi aux organismes des États, il faut faire très, très attention. Merci, Madame Linda Labaoui, pour cette précision ou alors pour ces informations. Alors, Monsieur Adrien Bocquet, quel rôle joue concrètement la Ligue arabe dans ce conflit en Ukraine, mais surtout dans cette lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? J'ai entendu que la moitié. Pardon. Alors, selon vous, quel rôle joue concrètement la Ligue arabe au regard des résolutions qui ont été prises? Quel rôle joue concrètement la Ligue arabe dans la sécurisation du Sahel, mais également dans le conflit en Ukraine? Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle joue un rôle très très important, mais beaucoup plus discrète que par exemple les États-Unis ou même tous les pays, ou même les pays africains. Comme je le disais tout à l'heure, les pays arabes ont énormément d'enjeux commerciaux ou stratégiques géopolitiques qu'ils ont avec la Russie ou l'Ukraine. Donc, si on dit l'Ukraine, indirectement avec les Américains. Mais de ce qu'on peut voir,
ne médiatisent jamais leur avis ou leurs accords médiatiquement. Ils sont toujours au niveau médiatique sur un entre-deux. Ils ne se positionnent pas officiellement, mais comme je disais tout à l'heure, officieusement, quand vous allez regarder, on va dire dans les dossiers, on peut s'apercevoir que certains pays donc arabes passent des énormes contrats donc avec la Russie ou des énormes contrats avec les Américains. Je vous donne un exemple, hein, ça peut être des achats d'avions Airbus, ça peut être des accords aussi avec le gaz, notamment certains accords. J'ai pu m'apercevoir il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu un accord qui avait été fait avec un pays arabe et le gaz qui était vendu par l'Australie, et tout ça avait été comment dire, négocié avec les États-Unis. Donc c'est pour vous montrer à quel point tout ça est important, et on va dire que les pays arabes sont beaucoup plus discrets que l'Occident dans ces accords, pour tout simplement, je pense, ne pas se mettre à dos certaines populations. Après, bien sûr, que cette Ligue arabe, pour moi et pour beaucoup de monde, est très importante. Nous avons enfin un positionnement de certains pays arabes qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, et tout simplement, même certaines personnes ne savaient même pas que certains pays arabes étaient positionnés de tel ou tel côté, ou avaient des enjeux géopolitiques ou géostratégiques avec l'un ou l'autre, voire même avec les deux. Vous pouvez voir, je vais encore parler, excusez-moi, hein, des Émirats, qui a des intérêts autant avec la Russie qu'avec les Occidents, qui a tout intérêt à ce que la guerre on va dire, ne prenne pas de l'ampleur, car vous comprenez, quand vous avez des accords commerciaux, je vais te donner un exemple simple, et juste par exemple, à peu près à 50% avec la Russie et à 50% avec les Occidentaux ou les Américains, vous avez compris que votre enjeu est surtout d'éviter une escalade de la guerre. Car quand il y a une escalade de la guerre, et malheureusement, comment dire, des choses qui vont s'envenimer, indirectement, ces pays-là, comme la Turquie aussi, hein, également, et d'autres pays qui sont entre deux, devront un jour ou l'autre se positionner ou surtout prendre des décisions. Et c'est ça qui est inquiétant, et je pense que c'est ça aussi pourquoi la Ligue arabe comment dire, a médiatisé aussi ces accords commerciaux qu'on a pu découvrir pendant cette ligue. Je ne vais pas les citer tous, puis d'aller sur Internet et vous allez pouvoir les voir, car il y en a énormément. Comme vous le savez, dans les pays arabes, il y a aussi les matières premières, hein, qui sont très très importantes. Ça peut être tout simplement aussi le marché, par exemple, du cuivre, du laiton, voilà, toutes ces matières premières qui sont très importantes, par exemple, pour la création et la fabrication de téléphones portables, d'ordinateurs, mais aussi et principalement de l'armement. C'est-à-dire que pour faire des armes, il faut aussi des matières premières, et des matières premières qui se trouvent énormément dans certains pays arabes et principalement dans les pays africains. Donc ça, il faut aussi ne pas l'oublier. On en avait parlé aussi il y a quelques semaines. Voilà, il ne faut pas oublier aussi ce point des matières premières qui sont très riches dans les pays africains, mais aussi dans les pays arabes. Même si vous avez, je vais vous donner un exemple, l'Ukraine, avant avant le mois de février, l'augmentation là, du conflit, du conflit, l'Ukraine était dans l'un des premiers pays à fabriquer des armes. D'accord. Les matières premières qui étaient achetées pour fabriquer ces armes étaient achetées principalement donc dans des pays africains et dans les pays arabes. Maintenant, tout cela a changé. Effectivement, les pays africains qui sont maintenant, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, du côté de la Russie, maintenant donc ne veulent plus passer de marché. Alors, je ne parle pas de l'Ukraine, je vais parler d'un autre pays. Ça peut être par exemple la République tchèque. La République tchèque fabrique aussi beaucoup d'armes. Je ne sais pas exactement l'échelle, mais la République tchèque reste aussi il me semble, hein, dans le top 10 de fabrication d'armes à feu.
la République tchèque, du coup, doit acheter également cette matière première pour la fabrication de ces armes. Et du coup, certains pays africains ont décidé donc de ne plus vendre ces matières premières pour permettre à la République tchèque de fabriquer ces armes. C'est un exemple tout simple que je donne, et certains pays arabes aussi. Donc, d'où l'enjeu et d'où l'importance de cette Ligue arabe qui met justement aussi en évidence, on va dire, les échanges de ces ventes de matières premières qui peut être, hormis les armes, hein, qui peut être aussi, comme je vous l'ai dit, la fabrication comment dire, de téléphones, comment dire, même de, vous voyez, même de panneaux solaires. Pour fabriquer un panneau solaire, il faut certains éléments qui se trouvent aussi, qu'on récupère en grande majorité donc dans certains pays africains et dans certains pays arabes. Vous voyez, les panneaux solaires sont extrêmement importants dans le commerce international. Et effectivement, cela pose énormément de soucis. Donc, on réunit tout, si vous voulez, autant la fabrication d'armements, la fabrication on va dire, de matières premières nécessaires comme les téléphones portables, dans le recyclage, mais aussi, du coup, dans l'investissement et la création, comme je le disais, de panneaux solaires ou autres, qui est très important pour justement l'énergie de certains pays et tout. Donc, vous comprenez dans mes paroles que justement, moi, je pense que cette Ligue arabe était très importante justement pour mettre en évidence quel pays échange avec qui et comment, quel pays arabe se positionne, parce que jusqu'à présent, les pays arabes, excusez-moi de vous le dire, mais c'est la réalité, sont restés très très silencieux au niveau médiatique par rapport à leur position du conflit, tout simplement à cause de ces enjeux géopolitiques et géocommerciaux qui étaient extrêmement importants. Là, ça vient, pour certains spécialistes comme moi, nous éclairer sur la suite, c'est-à-dire que grâce à cette on va dire, cette réunion hein, entre pays, ça nous permet maintenant de savoir, par exemple, s'il y a malheureusement une guerre, si la guerre, par exemple, s'amplifie et devient extrêmement compliquée, ça nous permet de savoir maintenant quel pays va peut-être arrêter certaines exportations ou pas, ou à l'inverse, hein, va continuer ou au contraire augmenter. Donc pour tous les grands chefs d'entreprise, je pense que cette ligue arabe était très important aussi pour leur business futur et leur développement géocommercial par rapport à ça. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Je pense que cette ligue arabe nous a énormément éclairé pour les futurs échanges commerciaux dans le monde entier de toutes les matières que je viens de vous expliquer. Et effectivement, après, il y a aussi un positionnement par rapport au Sahel, mais qui est là beaucoup plus compliqué et qui, moi, je pense, n'a pas servi énormément à nous éclairer sur ce problème. Je pense que cette Ligue arabe nous a surtout éclairé, comme je viens de le dire, hein, sur les futurs échanges ou les échanges actuels sur ces matières premières qui sont très importantes et qui sont aussi, je tiens à rappeler que beaucoup de pays arabes traitent avec des pays africains. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose, encore une fois, je le répète, que certains pays africains essayent de prendre et prennent leur indépendance commerciale et même politique dans ces échanges de matières premières. Et je pense qu'il est préférable pour certains pays africains même de se diriger plus vers certains pays arabes au lieu de certains pays occidentaux, car on peut s'apercevoir que les pays arabes sont plus, on va dire, dans leur à présenter, si vous voulez, plus d'avantages pour les pays africains qui vont passer ces accords que les occidentaux qui jusqu'à présent avaient des lignes directives d'échange extrêmement strictes et soumettaient indirectement certains pays africains. Pour simplifier pour les téléspectateurs, certains pays occidentaux disaient pour acheter certaines matières premières, c'est comme ça et pas autrement. Si vous ne faites pas ce prix-là pour cette matière première, on ne vous aidera pas le jour où vous aurez un problème
on va dire, dans votre pays, etc. Il y a toujours eu cet échange, on va dire, qui est malsain, hein, qui est à la limite du chantage. Et je pense, moi, que justement, ces pays africains qui se dirigent vers ces pays arabes n'auront justement plus, excusez-moi du terme, cette petite carotte au-dessus de la tête avec ce chantage. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose et j'espère qu'il y aura une prochaine Ligue arabe ou une prochaine réunion et pourquoi pas créer une sorte de G5, G7, G10, enfin ce que vous voulez, mais pour les pays arabes et peut-être les pays africains avec les pays arabes. Pourquoi ne pas créer une sorte de réunion entre l'Afrique, entre on va dire les pays africains du Sud et du coup les pays arabes ou les pays, on va dire, maghrébins de l'Afrique du Nord. Je pense que ça pourrait être une très bonne chose que tous ces pays se réunissent pour justement peut-être décider de certains échanges sans l'Occident et surtout sans les Américains derrière. Michel, nous sommes en train de sortir de cette première thématique, mais on va s'intéresser aux enjeux géoéconomiques qui arrivent du soutien de la Ligue arabe à l'OPEP+, concernant cette décision de réduire la production quotidienne de pétrole. Écoutez, les enjeux économiques sont fondamentaux. L'Amérique de Biden, qui contrôle le marché du pétrole, voulait que l'OPEP augmente la production de pétrole pour contrecarrer la Russie et arracher le marché du pétrole des mains des Russes. L'OPEP a refusé, l'OPEP+, sont les alliés de la Russie, et l'OPEP, qui sont les alliés de l'Arabie saoudite, ont refusé, et donc se tiennent clairement de façon géoéconomique du côté de la Russie. Les observateurs ont dit que c'était une chiffre qui avait été donnée à Joe Biden. L'Amérique, il faut savoir aujourd'hui, elle terrorise le monde diplomatiquement, économiquement, avec les sanctions, avec les opérations militaires et aussi avec le super printemps africain qui s'apprête à déstabiliser l'Afrique en 2023. Nous allons en parler dans la seconde partie de cette émission. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec les frilosités, avec les lâchetés, avec le soi-disant non-alignement, etc. Je vais prendre deux exemples. La Ligue arabe avait fixé deux grands dossiers, c'est la Libye et le Soudan. Si la Libye n'a pas basculé du côté des Américains en 2019, c'est parce que les mercenaires russes de la Turquie, la deuxième armée de l'OTAN, ont été arrêtés par les paramilitaires russes devant Sirte et devant Joufra. Au Soudan, si les généraux pro-russes de Khartoum l'ont emporté sur les politiciens pro-occidentaux et pro-américains de l'Atlantique concilié d'Abdallah, donc c'est parce que les paramilitaires russes aussi sont déployés au Soudan. C'est la raison pour laquelle Eugénie Prigozhin est sorti du bois et critique durement aujourd'hui la Ligue de Moscou. Aujourd'hui, Moscou doit prendre la direction du monde multipolaire et s'engager plus résolument. Voilà ce qu'on retient de toute l'histoire. Moi, je suis du côté de Prigozhin et de Kadyrov. Je pense que Moscou aujourd'hui doit en finir avec la frilosité et attirer avec eux les soi-disant alliés, la Ligue arabe et les pays africains. Il faut savoir aujourd'hui que l'Occident, le bloc américain occidental, en particulier Washington, est à la contre-offensive dans le monde entier, en mer Noire, au Proche-Orient et surtout en Afrique. Aujourd'hui, les États-Unis répondent à la guerre asymétrique de la Russie, ce qu'on appelait la guerre hybride. Ils opposent ce qu'on appelle la cyberguerre, c'est-à-dire une autre forme de guerre pour continuer à contrôler la politique mondiale. La semaine passée, le média France 5, qui est un média d'État français, a consacré une grande émission dans laquelle je suis intervenu sur cette cyberguerre. Il faut comprendre aujourd'hui qu'il faut vaincre l'Occident et que seul Moscou peut le faire.
Merci, Monsieur Luc Michel, Madame Linda Labahui. En quelques mots, nous sommes en train de clôturer cette première thématique. Selon vous, quels sont les enjeux géopolitiques concernant cette, cet accompagnement, on va le dire ici, ou alors ce soutien de la Ligue arabe à l'OPEP+, concernant cette réduction de production de pétrole? Ça a été annoncé qu'il soutenait la position de l'OPEP+. Je vais rajouter quand même que le rôle de l'Arabie saoudite est crucial. Les Américains ont réussi à dominer le monde parce qu'il y avait l'OTAN, mais il y avait aussi l'argent de l'Arabie saoudite. Sur ça, j'ai quand même une chose à dire. Quand je dis que l'Arabie saoudite était en danger, elle l'est toujours. Il faut savoir, je vais vous parler chiffres, entre 1933 et l'an 2000, il y avait à peine 7419 Saoudiens qui avaient obtenu la nationalité américaine. Et puis entre 2000 et 2015, on se retrouve avec 96 700 exactement qui ont obtenu la nationalité américaine. Ça m'arrive 1-2 fois par semaine. Je passe pratiquement toute la nuit sur des spaces sur Twitter à écouter soi-disant l'opposition saoudienne et ce qu'elle prépare. Donc l'Arabie saoudite est vraiment en danger. La Russie peut aider énormément et c'est pour ça qu'il y a ce rapprochement. Mais maintenant, concernant tout le reste et tout ce qui est géopolitique, surtout par rapport à l'Afrique, la question sécuritaire a été abordée profondément. Et la question sécuritaire, ça a englobé le terrorisme, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau. Il y a eu beaucoup, c'est tout ce qui est sécuritaire en fait. Et le fait de sortir de l'hégémonie américaine et d'être auprès des Russes, et je suis persuadée par tout ce que je vois et j'entends qu'ils sont alignés. Ils sont vraiment alignés parce que le danger ne vient pas des Russes, ça ils l'ont compris. Et le danger, il ne vient pas des Chinois non plus. On a essayé de les diaboliser, mais aujourd'hui, les choses sont en train de se remettre à leur place. Le danger, c'est les États-Unis. Encore une fois, pour que les pays du Golfe puissent venir en Afrique, investir et s'affranchir, il faut d'abord qu'ils nettoient le chez eux. L'Algérie, c'est le seul pays arabe qui n'a pas hérité son armée. Notre armée, elle vient du maquis, ceux qui ont combattu le néocolonialisme. Et c'est pour ça que nous avons une armée forte, et elle est forte dans l'esprit déjà. Contrairement aux autres pays arabes, et la CIA malheureusement, c'est elle qui a fait tous les États que nous voyons, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes, et au sein de ces pays-là, il y a une forte présence et c'est ça qu'il faut combattre et c'est ça que c'est là où les Russes vont jouer un rôle parce que pour le moment, c'est les Russes qui protègent maintenant et les Émirats arabes et l'Arabie saoudite et c'est eux qui donnent les informations. Et ça va nous aider un petit peu à avancer et on pourra travailler avec ces pays-là parce que les choses se sont rétablies. Mais je pense qu'on va passer un dur moment parce que les Américains n'accepteront jamais et ça va aller vers peut-être même un affrontement avec un ou un autre pays, forcément. Les Américains ne s'arrêteront pas là. C'est pas les Russes qui ont accepté en 91 d'avoir perdu. C'est pas du tout ça, c'est pas leur esprit. Ils veulent continuer à dominer, malheureusement. Alors, nous avons réussi à avoir une bonne liaison avec Monsieur Gamal Abina qui est de retour. Alors, Monsieur Gamal Abina, quelle implication géopolitique de ces différentes résolutions, mais également de ce soutien fort de la Ligue arabe du côté à l'endroit des différentes décisions de réduction de production de pétrole. Et n'oublions pas que la Russie également a suspendu sa participation à l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes. Mais il faudrait le rappeler, la Russie également a marqué son engagement pour la distribution gratuitement de plus de 500 000 tonnes de céréales dont les pays ont besoin. Quel est votre regard, M. Gamal Abina? Évident d'une guerre froide qui ne dit pas son nom.
Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les Arabes de la Ligue arabe ont l'intention de faire par rapport à leurs voisins africains. Pour rappel tout de même, 2 tiers des pays arabes sont africains, c'est une chose importante, c'est significatif. Donc qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire par rapport à ces questions sécuritaires? On se rend bien compte que la Russie, qui est déjà bien présente en Centrafrique, au Mali et dans d'autres pays, c'est en train de se faire, évidemment, c'est en train de se négocier, que la Russie a pris en main des aspects sécuritaires qui faisaient défaut à la France, en remplaçant littéralement l'opération Serval, dite Berkane, ou Takuba, qui sont des opérations multiples destinées à en finir avec le terrorisme. Eh bien, on se rend bien compte que la Russie a décidé de prendre les choses en main, de soutenir les pays africains qui étaient traditionnellement ses alliés. Il ne fallait jamais oublier ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Ligue arabe, ces 22 États de la Ligue arabe, se rendent compte qu'il y a une concurrence sur le terrain africain accrue entre d'un côté les anciennes puissances coloniales, France, Angleterre, États-Unis, Espagne, Portugal dans une moindre mesure, et de l'autre côté, les nouvelles puissances du retour de l'axe de l'Est, à savoir la Russie évidemment, la Chine, et dissident dans l'histoire, la Turquie, qui fait sa partition, et qui la joue très bien d'ailleurs, puisqu'il y a une grande influence de la Turquie en Afrique. Donc tous ces pays-là, l'Iran inclus, ça va de soi, enfin la plupart des pays de l'Est en substance, ces pays-là sont sur le terrain africain, agissent sur le plan économique ou militaire. Du côté arabe, manifestement, en dehors de quelques banques et quelques fonds d'investissement qui ont quelques actions très ponctuelles, en règle générale, il y a une action qui est très marginale, voire inexistante. Alors évidemment, les Arabes se sont rapprochés beaucoup des Africains en 1973 quand ils ont pris fait et cause pour la cause palestinienne pour la majorité des pays africains. Et puis après, la relation s'est distendue. Il y a eu 4 grandes rencontres arabes, afro-arabes, on dira pour faire simple. Il y a eu d'abord une rencontre en 1977 au Caire, qui était destinée à formaliser la relation arabe-Afrique. Ensuite, il y a eu une rencontre qui a eu lieu très longtemps après, quasiment presque 23 ans après, à Sirte en 2010, même 33 ans après, j'ai une bêtise, à Sirte en 2010, sous l'égide de Kadhafi, qui voulait d'abord reconnaître qu'il fallait reconnaître qu'il y a eu un crime qui a été perpétré vis-à-vis des Africains qui ont subi cette forme d'esclavage organisé, et puis surtout, et c'est le plus important, il considérait que l'Afrique devait s'émanciper et avoir ses propres moyens de décision. Ensuite, une rencontre après le post-révolution arabe en 2013, où ils ont essayé de retisser du lien, je parle des États arabes par rapport à l'Afrique, qui était déjà en difficulté. Et puis, il y a eu une rencontre en 2016 à Malabo qui ne s'est pas très bien passée parce que malheureusement, pour la question du Sahara occidental, les monarchies du Golfe et le Maroc, évidemment, ont refusé de participer à cette rencontre essentielle. Et une rencontre devait être prévue 2 ans plus tard en Arabie, mais elle n'a pas eu lieu pour des raisons de Covid, 2-3 ans plus tard. Donc aujourd'hui, la relation entre la Ligue arabe et l'Afrique, emmenée par l'Algérie, qui est un vrai pays panafricain pour le coup, c'est une relation qui voudrait se développer sur le plan non seulement culturel, évidemment économique, bancaire et sécuritaire, mais qui voudrait surtout entériner le fait qu'il y a un changement de paradigme, que le monde commence à bouger et qu'effectivement les États occidentaux sont en recul avec une progression de l'Asie, une progression de l'Asie au sens large du terme, que ce soit l'Asie, Chine et la région qui concerne la Chine, puis surtout la Russie, ça va de soi. Donc l'Occident face à l'Orient. Et les pays orientaux, que ce soit la Russie, Europe orientale, donc Russie ou Asie, ont pris fait et cause en Afrique pour une collaboration active. Cette intervention. Alors, Monsieur Adrien Bocquet, en quelques mots, nous refermons cette première thématique. Selon vous, quelles implications à travers cette décision d'apporter un soutien fort, plus de 500 000 tonnes de céréales gratuitement en direction des pays les plus pauvres ou alors les pays dans le besoin? Alors, excusez-moi, vous pouvez juste répéter la fin? Il y a des coupures, je suis désolé, j'ai entendu le début, mais pas la fin. Alors, selon vous, quelles sont les implications de cette décision? L'annonce a été faite le 29 octobre dernier par le ministre russe de l'Agriculture. Une annonce d'une livraison, on va le dire, gratuitement de 500 000 tonnes de céréales en direction des pays dans le besoin. Quelles implications? Tout à fait. Et... Alors, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on parle bien d'Istanbul. Hein. Cet accord a été passé, il me semble, à Istanbul, hein, en Turquie. Si je dis pas de bêtises, si je confonds pas comment dire, les accords qui sont passés. Comme je le disais tout à l'heure, tout simplement, ça montre vraiment la bonne volonté. Oui, voilà, hein, la Turquie, il me semble que c'était bien à Istanbul. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, donc ça montre, on va dire, la bonne volonté de la Russie. Ça montre surtout qu'elle essaye d'éviter, on va dire, le pire.
elle n'hésite pas, au lieu de tout fermer, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie pourrait très bien dire on laisse les vannes fermées, vous vous débrouillez, ce n'est pas notre problème. La Russie n'est pas comme ça. Vous l'avez compris, les Occidents et les médias occidentaux essayent de diaboliser depuis des mois la Russie. Moi, je ne prends pas part aux deux. Même là, je suis à Moscou, mais j'étais en Ukraine avant et je reste citoyen français. Les Russes ne sont pas de vilains petits diables avec des cornes, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont les médias occidentaux qui essayent de nous faire croire ça. Vous savez, je suis encore allé dans un centre commercial hier. J'ai tourné justement des images que je vais bientôt publier. Tous les médias avaient dit oui, tout a augmenté en Russie, les pâtes, etc., etc. J'ai filmé hier, je suis allé dans un Auchan. Le paquet de pâtes de spaghettis vaut 90 centimes. On a parlé de la moutarde. Il n'y a plus de moutarde en France, où les seuls pots de moutarde qu'il y a coûtent entre 8 et 10 euros. Le pot de moutarde ici, en Russie, coûte 20 centimes. Non seulement il y en a plein, mais il coûte 20 centimes. C'est juste pour vous donner un exemple de diabolisation que font les médias occidentaux sur la Russie, qui est totalement faux. Et je continue. Là, actuellement, je suis à Moscou, donc je vais encore médiatiser, vous montrer comment ça se passe dans les grandes surfaces. C'est-à-dire que d'un, il n'y a aucune pénurie. De deux, il y a toutes les marques européennes et américaines qui, normalement, ne devraient pas être là, mais sont quand même là parce qu'en douce, les accords sont passés. Mais encore pire, tout le monde dit, oui, de toute façon, les Russes subissent l'augmentation des matières premières comme les pâtes, tout ça, ça a augmenté tout. C'est totalement faux. Vous avez des pâtes de marque italienne, la Barilla qui est là, les prix sont toujours les mêmes. Les pâtes coûtent 90 centimes, il n'y a eu aucune augmentation. Donc tout ça est totalement faux. La Russie vit normalement, même je dirais même mieux, depuis qu'il y a les sanctions. C'est-à-dire que plus on mettra de sanctions contre la Russie, plus la Russie se fera de l'argent. Pour preuve, la Russie a augmenté son profit au niveau du pétrole depuis qu'il y a eu les sanctions contre eux. Donc c'est pas pour rien, et ça il faut bien l'entendre. Donc les Occidentaux et malheureusement la population occidentale reste dans un déni à subir. Au final, vous avez compris, il y a des sanctions contre la Russie et les seuls qui subissent ces sanctions, ce sont les Français et les Occidentaux. La population ne subit absolument pas ces sanctions. Donc c'est d'une stupidité complètement absurde de continuer ces sanctions. Et pour vous donner, j'en reviens à ce que vous disiez, cette preuve que les Russes ne sont pas des vilains petits diables, pourquoi alors ils ont accepté donc le 29 octobre, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir ces échanges et ces envois de céréales et de ces envois? Pourquoi faire ça? Ils n'avaient aucune obligation de le faire et, entre guillemets, aucun intérêt. Si le seul intérêt d'avoir fait ça, c'est de montrer à la population occidentale leur vrai visage, c'est-à-dire qui ils sont réellement et pas ce que les médias veulent montrer d'eux. Bien heureusement, même la population africaine comme la population française commence vraiment à se rendre compte qu'il y a une manipulation médiatique de diabolisation de la Russie et tout ça est totalement faux. Et là, heureusement, vous en avez la preuve avec cet accord qu'a signé donc la Russie le 29 octobre. Je pense que ça prouve vraiment la bonne volonté de la Russie de ne pas aller vers une escalade, on va dire, de la guerre, vers une escalade, on va dire, de faire punir la population. Parce que vous avez compris que la Russie a bien compris que les sanctions qui étaient prises par le gouvernement français ou les autres gouvernements envers la Russie, finalement, ce sont donc la population qui subissent ça. Et la Russie a compris que certaines populations étaient en train de subir les sanctions qui étaient mises sur eux-mêmes. Donc malgré tout ça, ils ont compris que certaines populations, je dis bien la population et pas le gouvernement de cette population, avaient des problèmes. Donc ils ont décidé de signer cet accord le 29 octobre pour justement permettre à ces populations les plus pauvres et les plus difficiles
de ne pas en gros s'enfoncer dans une famine ou dans une situation extrême, justement en leur permettant de recevoir justement ces denrées et ces céréales qui sont cruciales pour l'alimentation et la fabrication d'aliments. Je pense que c'est quand même une preuve qui est énorme auprès de la population concernée vers la bonne volonté. C'est-à-dire que la Russie a réussi à, entre guillemets, à ne pas penser à ces enjeux politiques, c'est-à-dire que les gouvernements n'arrêtent pas de mettre des sanctions contre eux, et malgré ça, ils décident quand même d'ouvrir les vannes et d'autoriser cette exportation pour que les populations puissent vivre normalement, malgré que le gouvernement de ces populations n'arrête pas de les sanctionner. C'est quand même un petit peu surréaliste. Quel pays a déjà décidé ce genre de décision alors que les gouvernements prenaient des sanctions contre eux? Parce que si vous prenez les choses objectives, la Russie a quand même décidé de prendre une mesure qui va permettre à certaines populations qui est on va dire qui a faim de pouvoir manger, on va dire mieux, malgré que le gouvernement de cette population prend des sanctions contre elle. C'est comme ça qu'il faut le voir, et malheureusement c'est vraiment la réalité. Donc voilà, je pense que pour terminer ce chapitre, je pense que ce résumé est quand même assez clair. J'espère que vous m'avez compris, et j'espère que surtout toute la population et les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui comprennent vraiment que là, la Russie, sur l'accord qu'ils viennent de prendre le 29 octobre, est quand même extraordinaire, malgré les sanctions qui sont prises contre elle. Afrique Média, le monde, c'est nous.